Je vais vous présenter un peu rapidement cette commune, Metz-sur-Seine. Donc on a 150 mètres de façade sur la Seine seulement, mais c'est pour ça qu'on s'appelle le Metz-sur-Seine. Alors c'est une commune un peu particulière, dans la mesure il y a deux cantons sur le secteur, à la Bassée, en Vallée de Seine, et le Montois, qui est plutôt la Cuesta beaucoup plus élargie sur Donne-Marie-Montilly, et sur Metz-sur-Seine on a l'avantage d'avoir finalement sur à peu près 2 km simplement, la Cuesta d'Île-de-France qui descend. Vous allez voir après on a un paysage viticole qui le couvrait. Ensuite on descend et dans le fond, tout le rideau boisé que vous voyez, eh ben, c'est la Seine, c'est la vallée humide. Et il faut savoir qu'au 19e, quand on descendait sur cette route-là, on apercevait le château de la Montilly en face parce que les peupliers sont arrivés essentiellement après la Première Guerre mondiale pour occuper l'espace agricole qui était devenu plus difficile à gérer, et surtout on manquait beaucoup de bras. Donc les peupliers sont vraiment arrivés à cette époque-là. Jusqu'au milieu du 19e, on a essentiellement des pâtures, des grands pâturages qui sont gérés de manière commune. C'est des îlots de 40-50 hectares que l'on retrouve. Et à côté de ça, effectivement, il y a des rideaux d'arbres, de grisards qui fournissent les charpentes de ce secteur. Voilà, donc juste un petit clin d'œil. Et on a le même paysage. On a, grâce à notre pays, entre autres, essayé de ne pas trop changer la morphologie du village. Et vous voyez, bon, c'est un ancien village vigneron, c'est pas extraordinaire. Enfin, on faisait du vin. Et le paysage, finalement, la configuration a assez peu changé. Tout simplement parce que c'est un village qui n'a jamais été extrêmement riche, donc il n'y a jamais une agriculture intensive qui s'est développée à outrance, et curieusement, c'est aujourd'hui que ça devient un petit peu un attrait patrimonial, parce que justement, il était assez peu modifié. Le projet, la filière bovine, bon, finalement, c'est quelque chose d'assez visuel, moi je le fais, plus sur de l'extensif, on a un petit peu de viande, le but c'est d'aller un peu plus loin en essayant de faire un produit un petit peu plutôt de haute qualité, de travailler avec des bouchers, des restaurateurs parisiens et d'aller jusqu'à un produit final. La plus-value est assez faible sur ce secteur-là, hormis les carriers, effectivement, qui achètent des terrains, qui exploitent, mais le reste, effectivement, c'est assez peu rentable, c'est de trouver finalement une plus-value intéressante pour les propriétaires de cette zone-là et qui serait beaucoup plus, finalement, dans le cadre de l'agroforesterie et de l'agriculture. Bon. En tant qu'agriculteur classique, je pense que dans moins de 15 ans, il sera interdit de cultiver dans les zones humides parce qu'il faut reconnaître que le maïs est arrivé après les années 60. Finalement, c'est un miracle parce que l'élevage, à l'époque, était quand même relativement contraignant. Le maïs est devenu la céréale miracle dont la France avait besoin. Et donc, toutes les zones humides, finalement, les pâtures ont été retournées, mises en culture en maïs. Et il faut reconnaître que dans des zones humides, finalement, les traitements, les engrais, tout ça qui lessivent les sols, c'est quand même pas très heureux. Et je pense que c'est quand même en premier les agriculteurs à dire que là, on peut peut-être pas continuer dans cette zone-là. Au moins, on fait ce que l'on veut ailleurs, mais au moins dans cette zone-là, que l'on soit beaucoup plus prudent. Et je crois que ça ira relativement vite. J'avais invité à une époque Claude Terrasson, qui est au Muséum d'histoire naturelle, le spécialiste des haies brise-vent, et qui avait été très surpris. Et déjà, à l'époque, il était aux agriculteurs, vous savez, dans quelques années, vous n'aurez plus le droit de mettre de l'engrais au bord des cours d'eau. Ils ont tous rigolé. C'est arrivé 7 ans après, de manière rapide, et c'était normal. Voilà. Et je pense que dans les zones humides, le monde agricole doit tout de suite avoir une réflexion et la proposer. C'est lui en premier qui est intéressé. Je pense qu'il faut bien la raisonner de manière différente aujourd'hui. Ce n'est pas notre secteur, c'est beaucoup plus sensible. Alors, je pense que retrouver un intérêt un peu économique pour des propriétaires et des agriculteurs dans cette zone-là ne passe pas par une seule production. Je pense un peu aux pré-vergers, finalement qu'en Normandie ont relativement bien marché pendant très longtemps. D'ailleurs, on commence à en reproduire. Je pense que finalement, c'est un ensemble, finalement, de petites plus-values que l'on aura à la fois sur la partie bois, à la fois peut-être sur la partie élevage, peut-être à la fois un peu sur la partie touristique. En plus, avoir un paysage qui est amélioré, même s'il est beau, on peut faire mieux. Avoir un paysage qui est un peu plus travaillé au niveau civil et citoyen, c'est bien. Je pense que ça peut intéresser des élus. Voilà, je pense qu'il y a tout un ensemble. Aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner avec finalement un seul segment. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment mettre sur la table la pluralité des intérêts, et il n'y a que comme ça, je crois qu'on peut faire quelque chose. Bon, simplement pour vous montrer sur la carte de Cassini, vous voyez les îlots boisés. Donc là, vous avez la forêt de Sourdin, le massif est boisé, et en Vallée de Seine, aujourd'hui, vous voyez des rideaux d'arbres, et en réalité, il y avait très peu d'espace boisé. C'était essentiellement finalement des zones humides qui étaient utilisées en pâturage. Rien inventé, rien inventé. On va peut-être y revenir de manière différente, mais on continue. Voilà. C'est les quelques rares prairies ouvertes qui restent encore sur notre commune. Bon, ces terrains-là étant assez moyens au niveau agricole, bon, la jachère a permis, grâce à la PAC, finalement, de les laisser au moins dans l'état. On continue. Voilà, pour bien expliquer qu'on est quand même vraiment dans une zone humide. Ça, c'est au mois de mai en 2012, je crois.
voilà, j'explique plutôt finalement comment ce secteur-là est devenu céréalier, alors qu'historiquement, c'était plutôt une zone de pâturage. Alors pourquoi travailler sur ce secteur-là? C'est que c'est un peu comme une appellation contrôlée dans le vin, appellation d'origine protégée, c'est qu'on a l'avantage de pouvoir le circonscrire. Et puis les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous, quand on est dans un espace finalement que l'on peut cerner, au moins on peut travailler la qualité et surtout la défendre. Hein, il n'est pas question de la banaliser. Donc on a l'avantage de bien connaître ce secteur-là. Il est intéressant parce qu'il est à la fois délimité, il est un peu sensible, il n'est pas très loin de Paris. Je crois que quand on a un agriculteur qui est diversifié comme moi, sans Paris, je veux dire, nos produits n'intéresseraient personne. Il faut reconnaître que c'est le marché parisien qui tire tout ça, et, voilà, et pour toute la province, donc autant en profiter. Voilà. Alors par contre, les contraintes que l'on peut avoir aujourd'hui, un petit peu la qualité nutritionnelle des pâturages, c'est très variable. On était sur les zones de tourbières, on a des pâtures plus riches, mais c'est des zones vraiment inondables une partie de l'année. Sur les parties calcaires qui ne sont pas inondables, on peut laisser des animaux toute l'année, la qualité est beaucoup plus pauvre. Alors ça, effectivement, c'est à travailler sur, au niveau de l'alimentation, mais ça, c'est une deuxième étape qui se fait finalement avec des techniciens. Est-ce qu'il est préférable de faire des animaux plus engraissés ou bien de garder le côté extrêmement naturel? Mais ça, je dirais que c'est un peu, il faut écouter les clients, les restaurateurs, les bouchers, et on le fera après. Voilà. Et puis sinon, la première contrainte, c'est que c'est un morcellement extrêmement excessif. Sur cette commune-là, la moyenne des parcelles font 5 arts en moyenne. Donc, rien que pour avoir 10 hectares, s'il vous faut 30-40 parcelles à clôturer, c'est absurde, quoi. Donc vraiment, le morcellement, d'ailleurs, est un des grands problèmes, que l'ONF pourra peut-être le confirmer. Le morcellement chez les propriétaires privés forestiers est vraiment un très très gros problème majeur, ça. Voilà. Et puis pourquoi les races rustiques? Déjà, il y a un intérêt un petit peu génétique et esthétique, hein, souvent animaux. Elles sont souvent adaptées. Bon, elles ne sont pas intéressantes pour l'agriculture, pour l'élevage intensif. Elles ont l'avantage, par contre, d'être assez peu coûteuses en entretien. Ce sont des plus petits gabarits et visuellement, bon, vous avez des troupeaux de buffles, de maraîchines, de Highland, dans un paysage beaucoup plus joli de la Primolstein, c'est l'air de rien, mais le paysage c'est visuel et ça contribue aussi. C'est un peu le succès des Highlands, hein. Il n'y a pas M. Mouette de Cemex, mais la première fois on a installé 3 vaches à la carrière Cemex, toujours très critiqué, et carrière ça modifie le paysage et tout ça, on a mis 3 vaches, il me dit en une semaine on a eu 5 coups de fil pour nous féliciter, on ne voyait plus rien, on ne voyait plus que 3 vaches, quoi. Donc au niveau communication, il y a quand même un support positif. Ouais. Voilà. Alors dans un premier temps, on souhaite travailler sur une filière viande parce que le but c'est effectivement d'aller jusqu'au bout de la démarche. Ça, ce sera quelque chose sur lequel il faudra travailler effectivement, peut-être en faisant des essais, hein, entre une viande extrêmement naturelle, une viande engraissée, façon, bon, il y a les bœufs de Kobe, il y a les bœufs en France, il y a tout un tas, éviter comme les millefeuilles d'appellation parce qu'on ne sait plus trop quoi, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut trouver une certaine cohérence, et puis si un produit doit être vendu le plus naturel possible, uniquement à l'herbe, pourquoi pas, c'est ce que font les Anglais, par exemple le bœuf Andouras, mais vraiment, une fois qu'on a trouvé une cohérence, s'y coller, ouais. Et puis bon, ça c'est plus des questions techniques pour les éleveurs. Bien. Voilà. Juste pour expliquer, voilà, on est vraiment dans une zone inondable, les baissiers, les passerelles, c'est emblématique de ce secteur-là. Voilà. Et puis ça, j'adore toujours le mettre, c'est que jusque dans les années 55, 58, vous auriez pu venir de Paris en train à Bunay, parce que le train s'arrêtait à Bunay. Et on parle des transports collectifs, mais vous voyez, en réalité, ça existait jusque dans les années 55. Toujours le mettre. Voilà.